Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Avant de parler de nos importants sujets, petite publicité, contacte ton nouvel épisode de ton balado est disponible aujourd'hui. Oui, depuis quelques minutes avec Caroline Galacteros, qui a longtemps enseigné ici à Paris au collège de guerre, à l'école de guerre, qui a longtemps aussi conseillé premier ministre et autres hauts gradés de l'administration politique, mais aussi des hauts fonctionnaires, qui s'intéresse à la géopolitique, qui a une vision un peu différente et qui, depuis 2022, est souvent montré du doigt comme étant quelqu'un qui distribue la propagande du Kremlin, parce qu'elle a sur le conflit, justement, une autre opinion, pense que ce sont des responsabilités partagées, peut-être entre l'OTAN et la Russie, même si elle admet évidemment que l'agression est le seul agresseur et la Russie dans le cas de l'Ukraine. Mais une vision, on parlait des BRICS il y a pas très longtemps, vision donc intéressante de ce que les tectoniques sont en train de se déplacer, que les puissances d'hier, je pense en particulier aux États-Unis et à leurs alliés, n'ont plus la même importance ou le même poids dans la balance des ententes collectives, militaires. Donc, il y a un réalignement et ce réalignement, elle l'incarne très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec elle, des choses à découvrir qui vont peut-être en surprendre certains. Stéphane, tout à l'heure, notre collègue Alexandre soulignait à quel point, quand quelque chose se passe dans la campagne de crucial, Donald Trump a une capacité phénoménale et théâtrale à récupérer l'événement. Oui, l'agent orange portait ses couleurs hier. Il avait mis ce qu'il fallait pour ne pas passer inaperçu. Encore une fois, il avait son petit gilet orange parce qu'il ramassait les ordures, ramassait les déchets dans la foulée des déclarations de Joe Biden. Qu'est-ce qu'a fait M. Trump? Il a décidé de sortir son gros camion d'ordures et d'y aller à fond, de ne pas faire dans la nuance, de ne pas faire dans la dentelle. Et certains parlent de jiu-jitsu, de judo politique. Il est difficile, effectivement, de se mettre en travers du chemin de M. Trump quand il décide de déployer les grands moyens. Il y a quelques semaines, il était à servir des frites dans un McDonald's pour rappeler que tout millionnaire qu'il soit, ou milliardaire, devrais-je dire, il aime McDo, connaît son menu, est capable de se mettre au service des clients. Puis là, évidemment, après que Joe Biden... Alors, consciemment ou non, parce qu'on peut peut-être douter de ce que c'était son intention réelle. Est-ce qu'il a voulu vraiment dire que les partisans de Donald Trump sont des ordures, des déchets? Quand on lit, quand on écoute, ça ressemble à ça, mais peut-être était-il une fois encore un peu aux abonnés absents. Dans tous les cas de figure, c'est du petit lait pour M. Trump, qui évidemment a fait le parallèle avec les déclarations de 2016 de Mme Clinton, qui parlait des déplorables. C'est tout le rapport, je dirais, j'aime pas l'expression des élites, parce qu'aujourd'hui, c'est une expression, c'est galvaudé, c'est un mot galvaudé, mais c'est tout le rapport, disons, des sachants, de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui sont aux manettes. D'une élite bien pensante, non? Exactement, de la bien-pensance, qui pourrait, et qui sinon méprise, si c'est pas au conditionnel, ceux qui sont derrière M. Trump comme s'il leur manquait quelques boulons et comme s'ils n'avaient pas le bon jugement puisqu'ils font le mauvais choix. Est-ce que tu es un déchet parce que tu vas choisir de voter pour M. Trump? C'est la question qui est posée. Moi, je pense que ça ne changera pas grand-chose au résultat des élections. Je pense que c'est pas le rallye politique de Madison Square Garden ou la dérape potentielle de M. Biden et de la récupération habile par Donald Trump. Là où on en est, d'abord, je pense surtout que notre sensibilité collective depuis que Donald Trump est entré dans l'arène a été pas mal émoussée. Les gros mots, les insultes, tout le monde a été vacciné. Alors peut-être que ça a un effet en cascade et que M. Biden a succombé à la tentation. Est-ce que c'est un facteur déterminant? Je n'y crois plus. Je pense que... Alors, je te vois hésiter. Vas-y. Non, mais en fait, je te dirais...
que moi, je trouvais que depuis 48 heures, les démocrates avaient repris un peu le momentum dont tu as besoin pour la fin de campagne. Là. Même tu regardais les probabilités de gagner, les démocrates, l'erreur du Madison Square Garden, les démocrates avaient repris un peu de momentum et Biden est venu défaire ça. En même temps, c'est un joyeux rappel, Stéphane, que si Biden était resté candidat à la présidence, je pense que toi et moi, on parlerait d'autres choses à chaque jour le matin parce qu'il n'y aurait même pas de suspense. Il n'y aurait même pas de suspense pour mardi prochain, là. Mais ce que ça nous dit, qui est probablement plus inquiétant, c'est que M. Biden, évidemment, s'il est dans l'état qu'on pense où il est peut-être pas conscient de tout. J'ai aucune idée, je peux pas faire de diagnostic, mais c'est les gens qui l'entourent, c'est toute l'équipe qui est autour du président et c'est le Parti démocrate. Je ne reviendrai pas dans un film qu'on a déjà beaucoup fréquenté au printemps, à l'été, mais tout le monde devait se douter de quelque chose et on a choisi de ne rien faire. On pensait jusqu'à la fin juin qu'il était possible de se rendre jusqu'au fil d'arrivée, le 5 novembre, avec ce candidat. Et ça, pour moi, c'est extraordinairement inquiétant. Excuse-moi, et pour lui accorder un autre mandat de 4 ans. Et pour lui accorder un autre mandat de 4 ans, peut-être si tu penses que tu ne sais pas s'il va se rendre au 5 novembre, excuse-moi, au 5 novembre, c'est pas vraiment un fil d'arrivée. Là. Jusqu'à un certain point, on pourrait même dire, du point de vue de gouverner l'État, c'est un point de départ pour 4 autres années. Et en fait, le point de départ aurait été le 20 janvier. Et on voit qu'on n'a pas fait d'effort pour le sortir trop pendant la campagne. Je pense pas que Mme Harris s'est empressée de multiplier les événements aux côtés de M. Biden pour de très bonnes raisons, d'essayer de le faire oublier sans pour autant le renier. Mais c'est vrai que s'il avait été en campagne en ce moment, je pense qu'il y aurait zéro suspense. Stéphane, il y a Julie de Gatineau, elle qui pense que peu importe ce rattrapage de Trump, il va perdre. Elle nous l'écrit pendant qu'on se parle. Mais c'est tout à fait possible. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que c'est joué, que c'est réglé. Ce que je te disais sur l'affaire du Madison Square Garden, où effectivement, tactiquement, les démocrates ont repris un peu l'avantage, puis ils l'avaient pas beaucoup depuis 2 semaines. Cette espèce de petit avantage tactique a été contré par la malencontreuse déclaration, disons comme ça, de Biden. Mais je pense pas que ça soit ça qui, aujourd'hui, fasse une différence fondamentale. Ça nous énerve un peu le poil des jambes ou ça nous allume le poil des jambes parce que, rendu là, il n'y a plus grand-chose et tout est monté en épingle, évidemment. Ça occupe les journalistes, ça occupe ceux qui lisent les journaux, mais la très grande majorité des Américains, je ne dirais pas qu'ils sont indifférents, mais ils font leur vie, ils ne sont pas obsédés. Puis sur le vote, ils ont déjà une idée arrêtée. Là. Ça, c'est ils sont 60 millions à s'être déjà aussi commis, c'est-à-dire qu'ils ont voté, ça n'aura pas d'impact. Ceci dit, si jamais mardi, M. Trump perd, on sait déjà pourquoi. Bien, c'est évident que dans son discours... Alors, il y a deux choses. Il y a le discours de M. Trump qui dit le système est dangereux, pas nécessairement pourri, mais il faut s'en méfier. Il y a des malversations possibles. Il l'avait dit en 2020, évidemment, parce qu'il a perdu. Déjà, il nous met en garde. Puis de l'autre côté, il y a, je dirais, ceux qui sont en face de lui, qui font du pre-bunking. Ça, c'est l'inverse du debunking, c'est-à-dire qui préparent les esprits en disant M. Trump va assurément dire qu'il y a de la fraude s'il perd et il ne faut pas le croire parce qu'il n'y aura pas de fraude. Dans l'histoire américaine, avant Donald Trump et les doutes qu'il a, je dirais, alimentés sur le système électoral, il y a toujours eu une bonne place pour accepter et constater que ce n'était pas un système parfait. C'est la plus grande démocratie. C'est pas un système, c'est 50 systèmes. Chaque État a ses patentes, dans certains cas un peu compliquées. Avec à une époque la Cour suprême qui a mis en tutelle certains États, ex-États ségrégationnistes, parce que les pratiques électorales pendant des décennies n'étaient pas idéales. Donc, il était impossible, par exemple, au Texas ou en Alabama, de faire des modifications depuis 1965 aux règlements électoraux sans consulter d'abord le département de la justice, parce qu'on disait, on vous a à l'œil, vous avez déjà fait en sorte de repousser certains électeurs, particulièrement les électeurs noirs. Donc, maintenant, vous devez montrer patte blanche. Depuis 2013, c'est un jugement qui a été renversé par la Cour suprême.
chaque État peut faire comme il l'entend. Et dans l'histoire, je te disais des anecdotes, alors ça nous ramène à très loin. Je ne sais pas si tu as déjà lu la biographie exceptionnelle que Robert Caro a consacrée à Lyndon Baines Johnson. Non. Alors, il faut avoir du temps. Je pense, on est rendu au 5e tome, c'est 700-800 pages, mais c'est fascinant parce que c'est la radiographie d'un personnage, d'une époque et de pratiques. Et le 37e président des États-Unis va pour la première fois devenir sénateur en 1948. En remplissant les urnes, il part, alors c'est un peu comme le 2020 à une petite échelle, c'est-à-dire qu'au moment où on se couche lors des élections en 48, M. Johnson tire de l'arrière, c'est des élections sénatoriales, par 20 000 votes, et il va finalement l'emporter, je pense, par 87 voix avec des boîtes de scrutin qui apparaissent à la dernière minute et qui, aujourd'hui... sont pleines de votes pour lui. Sont pleines de votes, mais à 98%, c'est genre de votes soviétiques qui sont apparus à la dernière minute et qui seront comptabilisés. On peut évidemment revenir sur l'affaire de Kennedy et de Nixon avec la famille Kennedy qui, dit-on, aurait eu le bras long à Chicago avec M. Daley, sa machine électorale, qui aurait fait en sorte que le vent pousse fort dans la direction de M. Kennedy. Donc, des histoires. 2000, est-ce qu'il y a eu de la corruption? Est-ce qu'il y a eu de la malversation? Non. Mais on a vu comment ça s'est arraché pour M. Bush grâce à la Cour suprême et les fameux 537 votes, les hanging chad, parce que les perforations qui avaient été faites par les machines étaient plus ou moins complétées, puis on estimait si oui ou non le vote devait être accepté. Donc, c'est un système très complexe, incompréhensible quand on considère que c'est une démocratie qui devrait être exemplaire. Et là, M. Trump, qui nous mettait en garde, parce qu'en Pennsylvanie, encore une fois, avant les élections, il y aurait du rififi. Et ce qu'on constate, parce que le système fonctionne peut-être, c'est qu'il y a des procureurs dans 2 comtés qui ont dit Oups, on a vu des formulaires d'inscription sur la liste électorale qui ne sentent pas bon, des signatures qui ne sont pas tout à fait lisibles, des informations inscrites dans ces formulaires qui ne seraient pas tout à fait correctes non plus. Donc, on a intercepté. M. Trump en a profité immédiatement pour dire voyez, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que ces mises en garde, qui évidemment sont très intéressées, n'excluent pas qu'il y a des tentatives. Et on ne sait pas d'ailleurs si c'est du côté démocrate ou républicains, parce que les républicains ne sont pas nécessairement au-dessus de tout c'est ça que j'allais dire, que des organisateurs électoraux dans un pays qui a un système complexe avec 1001 règles, que des organisateurs électoraux fassent des petites passes-croches, je suis tout à fait prêt à croire ça. Mais ça s'est déjà vu. Mais de penser que ça se fasse juste d'un côté, ça me paraît grotesque. C'est évidemment grotesque, mais c'est aujourd'hui d'accepter qu'il est possible, dans ce système complexe, mal organisé, où on prend des heures et des jours pour obtenir les résultats. Ça aussi, c'est un vrai problème. Est-ce que Philadelphie va être capable de nous donner des résultats le soir de l'élection ou dans la nuit? Est-ce que ça va aller au jeudi ou au vendredi comme la dernière fois? Ouais, parce qu'en Pennsylvanie, tous les votes par correspondance ne peuvent pas commencer à être comptés avant 19 heures. Donc, il y a 2 150 000 bulletins de vote par correspondance qui ont été demandés. À ce jour, ils en ont reçu 1 500 000 et ils ne peuvent pas commencer à les comptabiliser avant 19 heures le jour du 5 novembre. Est-ce qu'on aura des résultats plus tôt? Mon pari, c'est que oui, parce qu'on ne voudra pas donner cette impression à nouveau qu'il y a quelque chose qui sent mauvais. Ouais. Stéphane, merci. Salut. À demain. Au revoir.